Au cœur de la forêt landaise, l'Abouer semble figé dans le temps. Ce village de quelques centaines d'habitants, perdu entre les pins et les aigrettes, cache pourtant une histoire extraordinaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette commune de la Haute-Lande est devenue un refuge pour des dizaines d'enfants juifs fuyant les persécutions nazies. En 1940, la France se retrouve coupée en deux. Les Landes, situées en zone libre jusqu'en novembre 1942, deviennent rapidement un territoire de repli. Leur caractère rural, peu urbanisé, et leurs immenses étendues forestières offrent des conditions idéales pour la discrétion. Les routes sont rares, les contrôles espacés, et la population locale, habituée à l'isolement, cultive naturellement la discrétion. C'est dans ce contexte que des réseaux de sauvetage vont s'organiser, transformant des villages comme l'Abouer en havre de paix pour des enfants dont la seule faute était d'être nés juifs dans l'Europe d'Hitler. L'œuvre de secours aux enfants, l'OSE, fondée en 1912 en Russie, puis reconstituée en France dans les années 20, devient rapidement l'une des organisations les plus actives dans le sauvetage des enfants juifs. Dirigée par des figures comme André Salomon ou Georges Garel, l'OSE développe un réseau sophistiqué de maisons d'enfants, colonies de vacances et familles d'accueil. Dans les Landes, l'OSE met en place ce qu'elle appelle des colonies de vacances fictives. Officiellement, ces établissements accueillent des enfants pour des séjours de repos et de plein air. En réalité, ils servent de cache pour des dizaines d'enfants juifs arrachés aux rafles de Paris, Bordeaux ou même de Pologne. Les archives de l'OSE révèlent l'ampleur de cette organisation clandestine. Les rapports mentionnent des transferts sanitaires et des évacuations préventives. Un langage codé pour désigner le sauvetage d'enfants menacés. Les lettres échangées entre les responsables témoignent de cette tension permanente entre l'urgence humanitaire et la nécessité de la discrétion. Pourquoi l'Abouer ? Le village répond à tous les critères recherchés par l'OSE. L'accessibilité depuis Bordeaux par le train, la population locale coopérative et surtout un isolement géographique qui limite les risques de dénonciation. Les grandes propriétés forestières, souvent inhabitées, offrent également des possibilités de repli en cas de danger. L'encadrement de ces colonies est confié à des éducateurs juifs ou chrétiens, souvent eux-mêmes résistants. Ils ont pour mission non seulement de protéger les enfants, mais aussi de leur faire oublier temporairement leur identité juive. Une transformation douloureuse, mais nécessaire. Le succès de ces opérations de sauvetage repose largement sur la complicité de la population locale. À l'Abouer, comme dans d'autres villages landais, une véritable chaîne de solidarité s'organise spontanément. Les familles d'accueil jouent un rôle crucial, souvent des agriculteurs ou des artisans. Ils acceptent de prendre des risques considérables pour héberger ces enfants. Les instituteurs, gardiens de l'école républicaine, ferment les yeux sur ces fausses identités et adaptent discrètement leurs cours. Le curé de la paroisse bénit les enfants sans poser de questions. Même certains gendarmes participent à cette résistance passive. Le brigadier Lascoum, en poste à l'Abouer, aurait plusieurs fois oublié de transmettre des ordres de contrôle permettant à des enfants de s'échapper à temps. Les exemples de cette solidarité abondent. Le clocher de l'église sert de poste d'observation pour surveiller l'arrivée des patrouilles allemandes. La ferme des Castéra, à quelques kilomètres du village, devient un véritable refuge. Pierre Castéra, ancien combattant de 14-18, et sa femme, Jeanne, accueillent jusqu'à 8 enfants simultanément. Ils les font passer pour leurs neveux et nièces, venus de la ville pour se refaire une santé à la campagne. Cette solidarité n'est pas sans risque. En 1943, une dénonciation faillit compromettre tout le réseau. Heureusement, l'information remonte assez vite et les enfants les plus exposés sont évacués vers d'autres cachettes dans la forêt. Cette année 43 marque un tournant dramatique, avec l'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 42, puis le durcissement de la collaboration, les refuges landais deviennent moins sûrs. Les nouvelles sont alarmantes. Dans d'autres régions du sud-ouest, des colonies de l'OSE sont découvertes. À Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, 18 enfants et leur éducateur sont arrêtés en août 43. Et à Limoges, c'est toute une filière qui s'effondre. Face à cette menace grandissante, l'OSE prend des mesures drastiques. Les enfants de l'Abouer sont dispersés. Certains partent vers l'Espagne par les sentiers pyrénéens, d'autres sont confiés à des familles chrétiennes ou cachés dans des orphelinats. Cette période est particulièrement traumatisante pour les enfants.
Après avoir déjà perdu leurs parents, ils doivent une nouvelle fois quitter leurs repères et leur famille d'adoption. Au dernier mois de l'occupation, c'est de plus en plus périlleux. En 1944, avec l'approche du débarquement, les Allemands intensifient leur contrôle. Les maquis landais, de plus en plus actifs, attirent l'attention des forces d'occupation sur la région. Les éducateurs de Lozeux, épuisés par 3 années de clandestinité, frôlent la rupture. Certains craquent et doivent être évacués. D'autres, comme Suzanne Deutsch, résistent jusqu'au bout, multipliant les identités d'emprunt et les domiciles. La libération de la région en août 1944 arrive comme une délivrance, mais elle pose immédiatement la question du devenir de ces enfants. Beaucoup n'ont plus de famille, leurs parents ont été déportés ou ont disparu dans la tourmente de la guerre. Après la guerre, le silence s'installe rapidement sur cette page d'histoire. Les rescapés, souvent traumatisés, préfèrent oublier. La population locale, elle aussi, se tait, par pudeur, par lassitude ou parfois par crainte de représailles tardives. Cette discrétion qui avait été leur force pendant la guerre devient un obstacle à la mémoire. Contrairement à d'autres hauts lieux de la résistance, la Bouère n'a pas de stèle, pas de monument, pas de lieu de mémoire visible. Pendant des décennies, seuls quelques anciens gardent le souvenir de ces années extraordinaires. Ce n'est qu'à partir des années 80 que des historiens commencent à s'intéresser à cette histoire. Le travail pionnier de Cathy Hazan sur Lozeux, les recherches de René Poznanski sur les enfants cachés et plus récemment les travaux d'Éric Allary sur la résistance en zone rurale permettent de reconstituer petit à petit le puzzle. Les institutions mémorielles prennent également conscience de l'importance de ces témoignages. Le Mémorial de la Shoah lance un programme de collecte de témoignages sur les enfants cachés. Le nom de Pierre et Jeanne Castera, la famille d'agriculteurs qui avait caché jusqu'à 8 enfants, voit leur nom désormais gravé sur le mur d'honneur du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Mais combien d'autres héros anonymes restent dans l'ombre ? Aujourd'hui, que reste-t-il de cette histoire à la Bouère ? Le village a peu changé. La forêt domine toujours, les maisons se cachent encore derrière les pins, mais les témoins directs ont presque tous disparu. L'école du village, qui accueillait autrefois des enfants juifs sous de fausses identités, est devenue un centre aéré. La ferme des Castera a été vendue et transformée en gîte rural. Pourtant, quelque chose subsiste, une forme de transmission invisible, un état d'esprit peut-être. Les habitants actuels de la Bouère, quand ils apprennent cette histoire, ne semblent pas étonnés, comme si cette capacité d'accueil, cette solidarité discrète, faisait partie de l'ADN du village. En 2019, l'association Mémoire et Patrimoine des Landes a lancé un projet de collecte de témoignages sur cette période. L'objectif, créer un parcours mémoriel qui permettrait aux visiteurs de découvrir ces lieux chargés d'histoire. Une façon de sortir cette mémoire du silence, tout en respectant la pudeur qui caractérise cette terre. Pourquoi est-il important de raconter cette histoire aujourd'hui ? D'abord parce qu'elle nous rappelle que la résistance n'était pas seulement le fait de grands héros médiatisés. Elle était aussi, et peut-être surtout, on le voit au travers de tous nos podcasts, celle de gens ordinaires qui, face à l'inacceptable, ont choisi de dire non. L'histoire de la Bouère nous enseigne que cette solidarité ne s'exprime pas toujours par de grands gestes spectaculaires. Parfois, elle se cache dans des petites attentions quotidiennes, une assiette de soupe supplémentaire, un lit préparé dans la grange, ou un sourire complice qui dit « tu es en sécurité ici ». Cette histoire nous parle aussi de la France d'alors, avec ses contradictions et ses grandeurs. Une France où coexistaient la collaboration et la résistance, la délation mais aussi la protection, et souvent dans le même village, parfois dans la même famille. Les échos contemporains de cette histoire sont nombreux, et à l'heure où les questions d'accueil des migrants, de protection de l'enfance, de résistance civile face à l'injustice se posent avec acuité, l'exemple de la Bouère résonne étrangement. Il nous rappelle que la solidarité interreligieuse n'est pas un vain mot, que des chrétiens peuvent sauver des enfants juifs sans arrière-pensée, par simple humanité, que la différence peut être une richesse plutôt qu'une menace. Et cela nous montre aussi que la résistance peut prendre 1000 formes. Pas besoin d'être un héros pour faire la différence. Parfois, il suffit d'ouvrir sa porte, de fermer les yeux au bon moment et de garder un secret. L'histoire des enfants juifs cachés à la Bouère n'est pas qu'une page du passé. C'est un héritage vivant, une leçon d'humanité qui mérite d'être transmise.
Elle nous rappelle que dans les moments les plus sombres, des lueurs d'espoir peuvent surgir là où on ne les attend pas. Cette histoire nous appartient à tous, elle fait partie de notre patrimoine commun, de cette France généreuse et solidaire qui sait parfois se révéler dans l'adversité. Elle nous dit que chacun de nous, à son niveau, peut faire la différence. Dans le silence des pins landais, résonne encore l'écho de ces voix d'enfants qui ont trouvé refuge loin de la haine. Leur histoire mérite d'être racontée, partagée et transmise pour que jamais nous n'oublions que l'humanité peut triompher de la barbarie et que la solidarité peut vaincre l'indifférence. À Labouheyre comme ailleurs, des héros anonymes ont prouvé que résister, c'est parfois simplement rester humain. Une leçon qui garde toute sa valeur aujourd'hui.